Bonjour à tous. Donc, Solidarité et Progrès est parti très tôt en guerre contre la COP 21. Ce grand sommet climat, ce qui va avoir lieu à Paris bientôt, dans 2 semaines. Parce que, sous ces dehors humanitaires, il s'agit d'une attaque culturelle brutale, c'est contre le monde et contre tout ce que représente la France de progrès, comme nous le montrerons avec mon collègue Alexandre Nourry. Bien sûr, il y a des gens dans cette salle qui viennent pour la première fois et qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore un jugement sur ces questions. D'autres qui, dès l'école, ont été soumises à un tel matraquage médiatique sur ces sujets qu'elles trouvent encore difficile, au fond d'elles-mêmes, de croire à une telle imposture. Et puis, dans le vide sidéral laissé par la chute du politique, certains ont vu dans cette mobilisation climatique une possibilité de contribuer à un monde meilleur. Alors pourquoi disons-nous qu'il s'agit d'une attaque culturelle brutale contre nous? Parce que le fait d'accuser l'homme d'être à l'origine d'un réchauffement climatique qui pourrait détruire notre planète, qui est la thèse principale de ce sommet climat et la thèse principale du GIEC, le groupement intergouvernemental d'évaluation au climat, ceci véhicule un pessimisme noir sur l'humain. L'homme qui, jusqu'à une trentaine d'années, était perçu comme le couronnement du processus d'évolution de la nature, étant donné ses pouvoirs créateurs uniques et sa capacité de transformer la société et l'univers autour de lui, est aujourd'hui mis au pilori, accusé tout simplement d'être un cancer dans l'univers. Et combien de fois par semaine, par jour, entendons-nous ça à la radio, à la télé, le fait que l'homme est un prédateur, qu'il est la seule créature de la nature qui, par son intelligence, peut conduire son espèce à la destruction. L'impact de ces idéologies sur nos concitoyens ne peut qu'être désastreux, surtout que par ailleurs, et c'est le but de l'opération, la seule forme de culture de masse qui nous est offerte est une culture de la mort, de la violence, du plaisir immédiat. Quel contraste avec cette autre conception de l'homme que nous défendons et qu'on voit dans cette vidéo que je vous propose de regarder. Jamais autant d'oxygène n'avait été découvert sur une comète. Avec ses 4% d'oxygène, la comète Chury a créé la surprise chez les scientifiques. Un oxygène qui pourrait être plus ancien que notre système solaire et qui remet donc en cause les modèles existants. Tous les modèles qu'on avait faits, finalement, il faudrait les mettre à la poubelle et trouver un modèle plus réaliste. Et là se pose la question suivante. Est-ce que cet oxygène était là depuis le début? Ce qui signifie que la nébuleuse qui a formé le système solaire, c'est-à-dire le Soleil et les planètes, eh bien, contenait de grandes quantités d'oxygène, ce qui nous pose problème pour la manière dont la Terre s'est formée, ce qu'il y a et cet oxygène qui a été apporté. Ou bien est-ce que cet oxygène est arrivé plus tard, au cours de l'évolution de la comète? Mais oxygène ne veut pas dire forcément présence humaine, même si cette découverte relance la recherche de la vie et de nos origines. Nous savons tous que les comètes comme les astéroïdes sont un peu nos grands-pères et nos grands-mères, c'est-à-dire ces corps qui, en se cognant mutuellement et en s'agglomérant, ont donné le système solaire et ont donné la Terre et des planètes. Et donc c'est une avancée dans la connaissance de ces corps qui sont si importants pour nos origines. À 270 millions de kilomètres de la Terre, la sonde Rosetta, posée sur la comète Chury à l'origine de cette découverte, pourrait encore surprendre les scientifiques. Munie d'une dizaine d'instruments, elle continue de récolter de nombreuses données. Un voyage dans l'espace qui dure depuis plus de 11 ans et qui devrait se terminer en septembre 2016. En tout cas, ça parle de la dernière découverte. C'est que effectivement, donc cette Chury, cette comète Chury, dans les gaz, on a trouvé de l'oxygène. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'homme a été capable. Il faut bien se le mettre dans la tête et bien y réfléchir. L'homme a été capable de traquer une comète à 500 millions de kilomètres de la Terre, avec une sonde qui a traversé 6,4 milliards de kilomètres en 10 ans. Un exploit, c'est dont la seule justification est la mise au défi du pouvoir de la pensée et la joie de découvrir pour le bien de tous. Voilà la puissance de notre esprit et c'est pourquoi nous nous battons. Nous n'allons pas, dans cette présentation aujourd'hui, revenir sur tous les arguments qui permettent de remettre en cause la thèse du réchauffement climatique d'origine anthropogénique, donc humaine. Vous trouverez à l'entrée tous les documents que nous avons préparés pour ça. Nous allons traiter aujourd'hui des sujets que seuls nous, parmi tous les opposants, traitons en tant que parti politique. Je parlerai d'abord de ceux qui sont à l'origine de cette imposture, c'est que personne ne dénonce, même Verdier qui a fait les unes des journaux dernièrement, et des objets néfastes qu'ils poursuivent.
et Alexandre Nourry vous montrera ensuite comment notre pensée est au contraire capable d'engendrer toutes les ressources dont nous avons besoin pour poursuivre notre aventure humaine. Donc nous accusons la COP 21 d'être le sommet de la dépopulation. Pourquoi? Parce que si la solution proposée pour réduire les émissions de gaz à effet de serre issues des processus productifs de l'homme est une transition totale hors des énergies fossiles accusées de provoquer ces émissions, le charbon, le gaz, le pétrole, et du nucléaire vers les énergies renouvelables, alors les conséquences sont catastrophiques. En effet, en raison de leurs caractéristiques physiques intrinsèques, leur forte densité et capacité de travail, les énergies fossiles et le nucléaire peuvent assurer aujourd'hui la survie qu'à un quart, c'est à 7 milliards d'individus sur la Terre et allant bientôt sur 10. Ce n'est pas le cas des énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, etc., qui ne pourraient porter qu'environ 1 à 2 milliards d'habitants, quels que soient les progrès techniques dans ces énergies, et ce en raison du caractère intermittent de ces énergies et de leur faible densité et puissance de travail. N'oublions pas qu'un mètre carré d'ensoleillement sur le toit d'une maison ne permet d'allumer qu'une seule ampoule de 100 watts. Et je crois que notre société exige beaucoup plus que cela. La transition énergétique en cours, donc, se traduira par une chute massive de 6 milliards d'individus de la population humaine. Et d'ailleurs, ceux qui promeuvent ces idées-là parlent d'un seuil de l'humanité. Le seuil correct pour eux de l'humanité, c'est justement 1 à 2 milliards d'individus. Or, c'est bien le processus qui est en cours actuellement, cette transition énergétique. Depuis 2008, les gouvernements occidentaux augmentent massivement, à coût de subventions publiques, la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, bien qu'elle soit totalement inefficace. En même temps, ils découragent à coût d'impôts l'utilisation des énergies fossiles qui sont bien plus efficaces. Sous la pression du FMI et de la COP, la France a même fait voter cette année, avant l'heure, une loi de transition écologique qui réduit la part d'électricité bon marché venant du nucléaire de 75 à 50% et quadruple la taxe carbone entre 2016 et 2030, ce qui va renchérir le prix du diesel de 9 centimes et de 7 centimes pour l'essence. Et en même temps, elle subventionne massivement avec notre argent les renouvelables. Pour la France, cette politique constitue un revirement total par rapport aux politiques de l'ère gaulliste qui sont à l'origine des grands progrès accomplis par notre pays dans la deuxième moitié du XXe siècle, le nucléaire, l'aérospatial, les chemins de fer rapides et autres techniques de même genre. Alors, qui est à l'origine de cette imposture qui est l'équivalent d'une forme de guerre contre notre pays? S'agit-il de savants désintéressés et soucieux de l'avenir de la planète et de l'humanité? Jugé sur pièce, la première personnalité politique à avoir promu la thèse du réchauffement climatique fut l'ultralibérale Premier ministre britannique Margaret Thatcher dans un discours à la Société royale britannique le 27 septembre 1988. Thatcher a été recrutée au culte du réchauffement climatique par quelqu'un qui s'appelle Sir Crispin Tickell, un ambassadeur de Grande-Bretagne auprès de l'ONU et proche collaborateur du prince Philippe d'Édimbourg et de Julian Huxley, ce qui a été le fondateur de l'UNESCO, dont je parlerai plus loin. Vous avez ensuite donc le prince Philippe d'Édimbourg, fondateur et dirigeant du Fonds mondial pour la nature, WWF, que vous connaissez tous, qui a fait de l'écologie, du réchauffement climatique et de la lutte contre la surpopulation des causes populaires. Enfin, il y a Al Gore, l'ancien vice-président des États-Unis, dont le film Une vérité qui dérange a eu un grand retentissement. L'invitation de Al Gore à l'Assemblée nationale pour présenter son film par Jacques Chirac a signalé la capitulation totale de la France à cette idéologie anti-progrès. Al Gore a tout intérêt, lui, à rejoindre la cause du réchauffement climatique, vu qu'il gère à Londres un fonds d'investissement qui s'appelle Generation Investment Funds, qui spécule sur les droits à polluer du carbone. Donc voilà les trois personnalités qui n'ont même rien d'écologiste ou de progressiste. Elles sont toutes au cœur de l'oligarchie financière anglo-américaine. Alors revenons sur le prince Philippe, ce qui est la figure centrale de tout ceci, ce qui nous ramène aussi à la COP 21, puisque c'est un proche collaborateur du prince Philippe, Martin Palmer,
qui a travaillé avec Nicolas Hulot, chargé de l'organisation de cette COP, pour le faire, et tout particulièrement au sommet des consciences qui a eu lieu à Paris en juin dernier et qui apporta à ce sommet le soutien de nombreux cultes à l'échelle internationale, qui a donc ramené les Britanniques, notamment par le Commonwealth. Alors, rappelons que François Hollande aussi a demandé à Ségolène Royal d'aller porter en main propre au prince Charles d'Angleterre son invitation à ce sommet de la COP 21. Donc, c'est énorme. Alors, dans son ouvrage qui s'appelle Redescendre sur Terre, le prince Philippe se réjouit qu'enfin on ait attiré son attention sur les fluctuations en nombre que connaît le règne animal et sur le besoin d'ajuster par l'abattage les surplus de cette population. Donc voilà quelqu'un qui a été élevé dans ces idées-là, qu'on peut comparer le troupeau humain au troupeau de bêtes. En 1981, dans People Magazine, il s'est insurgé contre la lutte menée à la fin des années 40 par l'ONU au Sri Lanka pour éradiquer le paludisme. Il s'est insurgé contre ça parce que le projet a réussi. Et la conséquence, je cite le prince Philippe, la conséquence a été le doublement en 20 ans de la population du Sri Lanka. Donc, si vous ne me croyez pas, j'ai mis ça dans les images. Alors, la citation du prince Philippe, c'est « La croissance démographique est probablement la menace la plus sérieuse à long terme pour notre survie. Si elle n'est pas contrôlée de façon volontaire, elle le sera de façon involontaire par l'augmentation des maladies, des famines et par la guerre. » Donc en 1987, dans un discours prononcé à Londres devant des conservationnistes, il s'en prend à l'idée même du progrès. Le fait est, dit-il, c'est que la population mondiale consomme des ressources naturelles plus vite qu'elle ne peut en régénérer. Et tout ceci a été rendu possible par la révolution industrielle et l'explosion scientifique répandue à travers le monde par la nouvelle religion du développement. Enfin, le prince Philippe a déclaré à plusieurs reprises et à Deutsche Presseagentur en 88 qu'en cas de réincarnation, il souhaiterait revenir sous la forme d'un virus mortel afin de contribuer de quelque manière à résoudre le problème de la surpopulation. En juin dernier, le canal 4, le Channel 4 de la BBC, a diffusé une émission évoquant les liens entre le prince Philippe, élevé en Allemagne, et le nazisme. Le fait, par exemple, que 4 sœurs du prince Philippe se sont mariées aux élites allemandes pro-nazis. Alors, est-ce auprès des nazis que le prince Philippe a attrapé ce virus du malthusianisme, ou est-ce Hitler qui l'a attrapé lui-même d'une certaine tradition britannique? Voilà, on peut se poser la question. Parce que le prince Philippe n'est en fait que le porte-parole d'une longue tradition britannique dont le fondateur fut le révérend Thomas Malthus, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, et qui revint en force dans la deuxième moitié du XXe siècle. À cette tradition sont associés le nom de Charles Darwin, de Thomas Huxley, ce qui est le grand-père de l'écrivain Aldous Huxley, que vous connaissez peut-être tous du Meilleur du Monde et d'autres livres, et du biologiste Julian Huxley. Il y a aussi le nom de Herbert Spencer, de Arthur Tansley et de Francis Galton. Pour Darwin, seule la sélection naturelle et non le pouvoir créateur de l'homme ont permis à l'homme de se hisser à la place qu'il a dans la nature. Spencer applique ensuite ce concept aux sociétés sous la forme de la survie du plus apte. Tansley fonda en 1913 la Société britannique d'écologie et fut le premier à mettre la préservation de la nature avant et par-dessus celle de l'espèce humaine. Et Francis Galton est le fondateur de l'eugénisme, qu'il pense être la seule approche scientifique permettant d'éliminer ceux qui sont les moins aptes à survivre. Le Meilleur du Monde et le retour du Meilleur du Monde d'Aldous Huxley reflètent parfaitement l'état d'esprit de ces élites britanniques. Alors, que dit Malthus dans son essai sur le principe de la population? Vous l'avez là. Tous les enfants qui sont nés au-delà de ce qui est requis, c'est pour maintenir la population au niveau désiré, doivent nécessairement périr, à moins qu'une place ne leur soit faite
pour eux par la mort des adultes. C'est pourquoi nous devons faciliter, plutôt que tenter stupidement et vainement d'empêcher les opérations de la nature dans la production de cette mortalité. Plutôt que de recommander la pauvreté aux pauvres, nous devons encourager d'autres habitudes. Et surtout, nous devons reprouver les remèdes spécifiques contre les maladies ravageuses, freiner ces hommes de bien mais ayant tort, qui pensent qu'ils rendent service à l'humanité en développant des solutions permettant d'extirper totalement telle ou telle maladie. Donc voilà la source de tous ces mouvements qui va être reprise par le prince Philippe. Et nous avons parlé de Hitler, et voilà, donc vous savez que Mein Kampf vient d'être publié, traduit en français. Et donc on trouve des pépites, par exemple celle-ci. L'homme ne doit jamais tomber dans l'erreur de croire qu'il est véritablement parvenu à la dignité de seigneur et de maître de la nature, car en réalité, il l'insulte. Détresse, malheur et maladie, voilà alors la réponse de la nature. La nature, poursuit-il, ne fait pas obstacle à la faculté procréatrice proprement dite, mais à la capacité de survie de l'individu procréé, soumettant celui-ci à des épreuves si dures que tout ce qui est moins fort est forcé de rentrer dans le néant. À ceux à qui elle permet toutefois de surmonter les rigueurs de l'existence, sont à toute épreuve rudes et bien aptes à engendrer à leur tour afin que la même sélection fondamentale puisse recommencer. La nature, en procédant ainsi, brutalement à l'égard de l'individu, maintient forte la race et l'espèce et atteint aux plus hautes réalisations. Voilà, donc j'arrête là, ça vous donne l'idée, mais c'est tout ce mouvement de pensée va se retrouver, c'est donc à la fondation du Fonds mondial pour la nature autour du prince Philippe, dans une situation de pouvoir évoluer en tant que mouvement de masse à l'échelle internationale. Et c'est ce que nous avons, c'est donc dans la COP 21, donc pour ce qui nous concerne ici, nous rejetons complètement ces choix et proposons au contraire de renouer avec une France qui est sur le chemin du progrès et du refus des oligarchies décadentes, la politique que Charles de Gaulle a tracée pour la France. Merci Christine. Je suis de Haute-Garonne de Toulouse. Je voudrais poser juste une question pour préciser votre titre. Donc c'est aller, comme la COP 21, aller, comment dirais-je, de l'ennemi de quelle culture? La culture de la vie, vous voulez dire? La culture de la vie, plutôt c'est la culture de la mort, c'est ça? Exactement. Contre la culture de la vie, contre le progrès scientifique, technique, contre l'éducation des peuples. Ils veulent revenir, ils parlent d'une révolution à l'envers. D'ailleurs, les porte-parole de ces thèses, comme ce professeur Schellnhuber, qui a convaincu Mme Merkel d'abandonner le nucléaire, et quelqu'un qui dit explicitement, voilà, donc le monde a connu la révolution industrielle, donc la révolution agraire d'abord, et ensuite la révolution industrielle. Et aujourd'hui, nous devons entamer une révolution qui sera de la même ampleur, mais seulement en revenant en arrière. Et donc c'est dit ouvertement, revenons en arrière, ça veut dire quoi? Revenir aux technologies qu'on avait avant la révolution industrielle. Ça veut dire revenir à des moulins à vent, à des moulins à eau, à l'énergie solaire, etc. Et à cette époque-là, la société ne pouvait soutenir plus que 500 millions, 1 milliard d'individus. Et donc en 2009, M. Schellnhuber a déclaré dans une revue qui est citée par le New York Times que effectivement, la planète ne peut soutenir réellement que 1 à 2 milliards d'individus. Et ce chiffre de 1 à 2 milliards d'individus revient tout le temps dans la propagande de ces gens-là, notamment par exemple la propagande d'une organisation qui s'appelle aujourd'hui Population Matters, qui s'appelait de notre façon avant. Donc c'est dit. C'est dit aussi par Aldous Huxley, donc, qui, dans le livre Le meilleur du monde, il dit que donc, la taille possible, la limite pour l'homme est effectivement de 1 à 2 milliards. Donc voilà, nous sommes devant des malthusiens rageurs et
c'est ce qu'ils ont en tête. Et la chose, c'est que via les exigences du Fonds monétaire international, qui exigent par exemple qu'on impose une taxe carbone plus forte, que par biais de ces programmes qui favorisent les renouvelables et taxent les énergies fossiles, nous sommes en train nous avons pris la route pour aller dans cette direction. Merci Christine. Alors, je rappelle qu'on a publié, pour tous ceux qui veulent avoir tous les détails et aller même beaucoup plus en profondeur sur les détails scientifiques, un dossier donc qui a été produit par Solidarité et Progrès cette semaine. Je crois qu'on en a une centaine ou 200 ici. Voilà, pour la somme de 20 € que vous pouvez acheter et faire circuler dans votre entourage, auprès de vos amis, pour qu'ils soient un peu conscients de ça. Alors, je demandais à Alex, à qui je rends le dossier, de continuer sur le même sujet.